Yo les gars, ici One Perry, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de la saison 2 de Dan Da Dan. Pour information, la saison 2 est sortie sur Netflix, Crunchyroll et ADN depuis le 3 juillet. Et elle a déjà fait pas mal de bruit, déjà avec la scène polémique des alligators et un opening qui peine à convaincre certains. Sans oublier la sortie des premiers épisodes au cinéma. Je suis allé mener ma petite enquête pour voir si la hype autour de Dan Da Dan était justifiée et franchement, j'ai pas été déçu. Donc ensemble, on va analyser les 4 premiers épisodes de la saison 2 qui couvrent l'arc de la Maison Maudite. Que vous ayez regardé l'anime ou lu le manga, sachez que vous êtes au bon endroit. Pour rappel, l'arc de la Maison Maudite a commencé à la fin de la saison 1. On va pas s'attarder dessus, mais je vous remets quand même dans le contexte. Okarun et Momo ont suivi Gigi jusque dans sa maison, car elle serait hantée par un yokai qui en a après lui. Donc on va voir comment une mission aussi simple s'est transformée en un mini battle royale entre un mec en slip, une grand-mère, un crabe boxeur et un mannequin anatomique, avec bien sûr un volcan en éruption. Alors j'ai divisé l'arc en 2 parties en fonction des antagonistes. Tout d'abord, la première partie est consacrée à la famille Kito et au géant serpent, du chapitre 34 au chapitre 40, donc du premier au deuxième épisode. Et la deuxième partie est consacrée à l'œil maléfique, du chapitre 35 au chapitre 48, soit de l'épisode 2 à l'épisode 4. Dans chaque partie, on va analyser les choix scénaristiques de l'auteur, avec la façon dont il mélange les différents styles de récit, et enfin, quelles sont les différences et améliorations de l'adaptation en animé. Alors on commence avec le combat de Momo contre la famille Kito. Oui, d'abord parlons de la scène des alligators. Je dirais que c'est une bonne scène polémique pour commencer la saison comme à la saison 1. Voilà, c'est aussi pour sensibiliser les lecteurs et je dirais que la scène parle d'elle-même. Elle nous montre juste que voilà, parfois les humains peuvent être plus effrayants que des aliens. Enfin ça on en reparlera plus tard. Donc voilà, après son détour aux sources chaudes, Momo retourne de la maison de Gigi et s'aperçoit que Gigi et Okarun ont été tabassés par les gens qu'elle avait rencontrés justement dans les sources chaudes. C'est la famille Kito. En gros, c'est une famille qui fait des sacrifices humains depuis 200 ans pour pouvoir protéger le village d'une éruption volcanique. Donc voilà, disons qu'ils ils font des offrandes, des sacrifices humains pour un géant serpent qui s'appelle le Tsushinoko, pour que le Tsushinoko empêche qu'il y ait une éruption volcanique qui détruise le village. Donc voilà, dès le début, on a une bonne scène de fight entre Momo et la famille Kito, franchement pas mal. Et pendant leur combat, Momo se retrouve projeté dans la salle secrète de la maison. Et ensuite, grâce à Okarun et Gigi qui se sont réveillés et qui ont poussé le reste de la famille Kito dans la salle, ils sont tous tombés dans un souterrain qui est en dessous de la maison et dans lequel se cache une créature qui est justement le géant serpent, le Tsushinoko. Donc voilà, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, la légende du Tsushinoko, ce géant serpent en dragon, en fait, elle est vraie. Voilà, ensuite la famille Kito a commencé à faire des chants, des danses, des rituels pour acclamer la venue de leur serpent, en présentant Momo, Okarun et Gigi comme des offrandes. Et là, on a vu le serpent qui est apparu, serpent bien flippant, on voit bien que là, on est sur du registre de l'horreur. Et ce serpent, il a bouffé la famille Kito, direct. Chais. Et là, ça devient beaucoup plus sombre. On a Gigi, Momo et Okarun qui essayent de survivre dans le souterrain, alors que le géant serpent essaie de les bouffer. Donc voilà, ils sont en train de courir à travers les différentes maisons qui se trouvent dans le sous-sol. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond avec Momo et Okarun, à la fin de l'épisode 1 et à la fin du chapitre 37. En fait, le serpent envoie des ondes cérébrales pour que les gens deviennent fous et essayent de se faire du mal. Et ça peut aller très très loin. Mais la seule personne qui n'a pas été affectée par ces ondes, c'est Gigi. Donc Gigi devait protéger ses amis de eux-mêmes. Et voilà, disons pour lui, c'était vraiment vraiment très chaud. Mais voilà, c'est là que Gigi est passé de l'un des personnages les plus critiqués et les plus détestés au GOAT. Oui. Pendant l'épisode 2, ou plutôt à l'épisode 2. Ou au chapitre 38, si vous préférez.
Donc voilà, on a vu la détermination de Gigi à vouloir sauver ses amis, même quand tout semblait perdu. Et finalement, on a compris que Gigi n'était pas affecté par les ondes du serpent parce qu'il était protégé. Protégé justement par le fantôme qui le hantait depuis déjà très longtemps. Et ce fantôme s'appelle l'œil maléfique. C'est comme ça que Mémé Turbo le nomme. Mémé Turbo nous explique que l'œil maléfique a exactement le même pouvoir que le géant serpent, c'est-à-dire qu'il projette tous les deux des ondes cérébrales qui rendent les gens fous. Mais que voilà, comme les deux sont en train de projeter leurs ondes, ils se compensent et ils s'annulent mutuellement. Donc Gigi était protégé et après ça, Momo et Okarun ont retrouvé leurs esprits. Alors que Mémé Turbo les avait mis en garde et leur avait dit de ne pas regarder l'œil maléfique dans les yeux, Gigi l'a regardé dans les yeux et a vu tout son sad backstory, toute son histoire. Et voilà, finalement en fait l'œil maléfique c'est, je dirais, la fusion de l'esprit de plusieurs enfants sacrifiés par la famille Kito. Gigi a eu pitié de lui et a voulu l'aider en allant délivrer le cadavre du yokai qui se trouvait tout au fond du souterrain. Et une fois retrouvé, Gigi a promis à l'œil maléfique qu'ils joueraient ensemble pour toujours. Et c'était ce qu'il ne fallait pas dire. Parce qu'après ça, l'œil maléfique a pris possession de Gigi. Sans le savoir, il venait de conclure un pacte avec l'œil maléfique. Donc voilà, je tiens à dire sur cette première partie que Gigi et Momo ont été plus mis en avant que Okarun. Déjà, je sais pas pourquoi, Okarun il s'est même pas transformé pour essayer de tabasser la famille Kito. Mais bon, on n'a qu'à dire que c'est que des facilités scénaristiques. Voilà. Et aussi concernant donc l'animé, il y a eu quelques modifications qui ont été de très bonnes modifications, je trouve. Déjà, on a eu toute la famille Kito qui sont tombés dans le souterrain de la maison, alors que dans le manga, c'était pas le cas. Il y avait seulement eu la mémé et ses fils. Et aussi au moment où Momo et Okarun sont sous l'emprise des ondes du géant serpent. Dans l'animé, on a justement Okarun qui se transforme. Il est en train de se transformer en Mémé Turbo. Et voilà, c'était pas le cas dans le manga, mais c'était très stylé. Quoi d'autre? On voit aussi la facilité de l'auteur à faire de l'un des personnages qui était clairement pas le plus aimé, Gigi, un personnage grotesque, vraiment. Et je dirais que l'auteur est vraiment très fort pour ça, parce qu'il nous a encore fait le coup avec l'œil maléfique, déjà en nous montrant toute son histoire pour qu'on le prenne en pitié, alors qu'en fait c'est un piège. Donc voilà, il arrive de façon très simple à nous faire changer d'avis sur les personnages. Et pour cette première partie, si ce n'est la petite scène de combat au tout début de l'épisode 1, on est clairement sur de l'horreur. Voilà, tout le long de l'épisode 1 et 2. Déjà avec les sacrifices humains, le géant serpent et l'œil maléfique. Alors on commence avec la deuxième partie de l'analyse qui est consacrée à l'œil maléfique. Car oui, l'œil maléfique devient l'antagoniste principal selon moi. Pourquoi? Parce que c'est lui la plus grande menace, le plus grand danger. Déjà très vite vous allez voir qu'il est plus fort que le serpent. Parce que voilà, dès que Gigi se fait posséder par l'œil maléfique, il va tabasser le serpent, le décapiter en lui faisant un coup de pied, et ensuite créer une balle de football avec toutes les âmes qui composent l'œil maléfique. Et avec cette balle de football, il va trouer le serpent de partout et le faire fuir. Donc voilà, c'est clairement lui l'antagoniste le plus puissant. Maintenant, cette partie, c'est aussi un plot twist, parce que de base, Gigi, c'était censé être la personne qu'on est venu aider. On est venu l'aider en allant dans sa maison qui était censée être hantée. Et là, il devient l'antagoniste final de l'arc. Donc voilà, après avoir chassé le géant serpent, il va commencer à s'en prendre à Momo et aussi à Mémé Turbo. Pourquoi? Parce qu'en fait, son objectif, c'est de se venger de tous les humains. Il veut tuer tous les humains. Il a la haine. Mémé Turbo a expliqué à Momo que l'œil maléfique n'avait pas choisi Gigi par hasard. Il l'a choisi parce que disons que c'est l'hôte parfait. Parce qu'il a de bonnes capacités physiques, il a une bonne santé et aussi une grande sensibilité occulte. Au moment où l'œil maléfique s'apprête à achever Momo, c'est là que Okarun apparaît. Et ils nous font tous les deux une compensation de Haki des Rois digne du combat Luffy contre Doflamingo. Ensuite, Okarun s'enfuit avec Momo et il trouve un moyen de la faire sortir du souterrain en la propulsant. Mais voilà, il est toujours coincé à l'intérieur avec l'œil maléfique et aussi le géant serpent, qui a commencé d'ailleurs à faire sortir une sorte de spore toxique pour les tuer. Maintenant, on passe à ma partie préférée, Okarun contre Gigi.
Déjà, les deux sont torse nu, donc on peut bien voir la différence de gabarit entre Gigi et Okarun. Gigi, il est grand, il est bien costaud, mais voilà, Okarun, pas du tout. Donc déjà là, à vue d'œil, Okarun est mal barré. Et justement, tout le long du combat, l'œil maléfique avait l'avantage. Il tabassait Okarun de tous les côtés, et surtout au moment où il a voulu en finir, et qu'il a enfermé Okarun dans la maison maudite, la maison qui symbolise justement toutes les maisons dans lesquelles tous les enfants sacrifiés ont été enfermés avant d'être sacrifiés, ben là, Okarun s'est pris v'là les coups, quoi. Mais ce combat, c'est plus qu'un simple combat entre un esprit vengeur et quelqu'un qui court vite. C'est un combat entre deux prétendants. Les deux prétendants à Momo. Gigi et Okarun, ben en fait, tous les deux, ils sont amoureux de Momo. Donc c'est un peu comme s'ils se battaient pour elle. Même si là, c'est pas vraiment le cas. Vu que celui qui se bat contre Okarun, c'est pas Gigi, mais l'œil maléfique. Mais dans tous les cas, ça a dû faire plaisir aux femmes. Ensuite, à la fin, quand Okarun il a chopé le visage de l'œil maléfique et qu'il lui a dit qu'il a fait 3 erreurs. La première, d'avoir frappé Momo. La deuxième, d'avoir utilisé Gigi pour frapper Momo, alors qu'il l'aurait jamais fait. Et enfin, la troisième, l'avoir mis en rogne. Là, c'était trop stylé. Et il a enchaîné v'là les coups. Par contre, j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il a fait 300 000 coups de poing là. Dans l'animé, alors que dans le manga, c'était juste 20. Mais bon, en tout cas, la scène était trop stylée. Et là, Okarun avait vraiment l'aura d'un protagoniste de shonen. Parce que oui, les shonen, avant tout, c'est de la baston. C'est ça qu'on veut voir. Les entraînements d'Okarun ont payé. Maintenant, on va voir comment est-ce que Momo a sauvé tout le village. Déjà, vous vous rappelez, j'avais dit que Momo avait réussi à sortir du souterrain grâce à Okarun. Mais maintenant, elle doit trouver un moyen de faire sortir le géant serpent du souterrain parce que voilà, le serpent a commencé à faire sortir une sorte de spore toxique. Donc, ce qu'elle a fait, c'est que elle a mis feu à la maison. Ouais, comme ça, d'un coup, sans explication. En fait, son but, c'était que les pompiers arrivent pour qu'ils se mettent à asperger la maison d'eau. Et une fois qu'il y aura trop d'eau dans la terre, donc trop d'eau aussi dans le souterrain, le serpent sera obligé de sortir. Parce qu'en fait, le serpent, je vous l'avais dit, c'est une sorte de ver de sable. Et les vers, apparemment, ils respirent à travers leur peau. Et lorsqu'il y a trop d'eau dans la terre, ils ne peuvent pas respirer, donc ils sont obligés de sortir. C'est pour ça que quand il pleut, on voit des vers partout. Mais le problème, c'est que juste après, dès que la pluie s'arrête, il meurt à cause du soleil. Et c'est ce qui est arrivé au serpent. Quand il est sorti, le soleil a commencé, grosso modo, à le cramer. Et juste avant de mourir, le serpent, il a recraché tous les membres de la famille Kito. Par contre, ça, c'était pas nécessaire. Ensuite, il y a eu un tremblement de terre et bam, le volcan est rentré en éruption. Et Meme Kito a expliqué que tout ça, c'était de la faute de Momo, parce qu'elle a tué le géant serpent et qu'elle leur a empêché de faire leur rituel. Il y avait une prophétie qui disait justement que le Tsushinoko, le géant serpent en colère, allait sortir et envoyer un arc-en-ciel sur le volcan et déclencher l'éruption volcanique qui détruirait le village. Le problème, c'est qu'en fait, cette prophétie a été mal interprétée au fur et à mesure des générations et que, en fait, utiliser le serpent pour faire un arc-en-ciel, c'est le seul moyen de protéger le village. C'est ce que Momo elle a compris, je sais même pas comment est-ce qu'elle a compris ça, mais en fait, il faut se servir du serpent ou de la carcasse du serpent, qui est comme un géant tuyau, pour arroser, je dirais, le magma. En fait, elle a utilisé la carcasse du serpent. Elle l'a mis dans les sources chaudes avec les geysers pour qu'il y ait de l'eau qui sorte du serpent et qu'elle puisse s'en servir en fait comme un tuyau, comme je dirais un arrosoir, voilà, pour pouvoir bloquer le magma. Maintenant, on passe au climax de l'arc. La famille Kito arrive pour empêcher Momo de stopper le volcan parce qu'elle sera en train de déshonorer la carcasse du géant serpent. Donc, ils veulent la prendre comme sacrifice pour se venger. Et c'est là que quelqu'un arrive pour protéger Momo. Cette personne s'appelle Manjiro. Et c'est un gars que Momo a rencontré en sortant des sources chaudes. En fait, ce gars, c'est le disciple de Seiko, la grand-mère de Momo. Et il était censé les accompagner dans cette mission, mais il les avait pas reconnus. En fait, il les connaît même pas. Seiko lui a pas donné d'informations sur à quoi il ressemble. Et quelqu'un d'autre est venu se rajouter à la Battle Royale, c'est l'œil maléfique, qui a réussi à se sortir du souterrain et est venu pour tous les tuer et se venger. Il a mis KO tous les membres de la famille Kito. Et donc, Meme Kito, Momo et Manjiro ont dû faire équipe pour affronter l'œil maléfique. Et ils ont fait un très bon travail d'équipe, mais voilà, ça suffisait pas. Donc quelqu'un est venu à leur secours, le Crab Boxer. Et après ça, on a eu l'arrivée de Seiko, qui était sur Taro le mannequin,
en descendant d'un vaisseau qui ressemble au Faucon Millenium. Voilà. En tout cas, ils ont fait une entrée bien stylée et ils ont tous commencé à tabasser l'œil maléfique. Voilà, le combat, ça se voit qu'ils ont dépensé de l'animation là. C'était vraiment très stylé. Mais comme ils savaient qu'ils ne pourraient pas vaincre l'œil maléfique dans un combat de force, ils avaient élaboré une stratégie en fait pour le sceller à l'intérieur du mannequin anatomique. Et voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est comme ça qu'ils l'ont vaincu. Ensuite, Momo est allé retrouver Okarun qui était resté coincé dans le souterrain. Pourquoi? Parce qu'en fait, Okarun est allé chercher Mémé Turbo, qui elle était collée à la bave collante du géant serpent. Et finalement, Okarun aussi a été collé. Donc voilà. Mais c'est cette bave qui les a protégés du magma. Sinon, les deux seraient morts, voilà, dans la lave. Et ensuite, ils se sont fait un câlin. Voilà, un peu de romance. Donc c'est comme ça que se termine cet arc. Pour conclure, le village a été sauvé. La famille Quito a été arrêtée, et d'ailleurs ce ne sont pas des humains mais des aliens. Concernant l'œil maléfique, il y a eu plusieurs rituels qui ont été faits pour essayer d'exorciser l'œil maléfique du corps de Gigi, et ça n'a pas marché. Donc Gigi et l'œil maléfique ont été obligés, disons, de coexister dans un même corps, et dès qu'il a de l'eau chaude sur lui, il redevient Gigi, mais si c'est de l'eau froide, il devient l'œil maléfique. Ensuite, un plus grand rituel a été organisé pour pouvoir exorciser complètement l'œil maléfique avec un groupe de rock. Sauf que Gigi a refusé que voilà, on termine le rituel. Pourquoi? Parce qu'il voulait pas tuer l'œil maléfique. Comme il connaît son histoire et qu'il sait que c'est juste un enfant qui a souffert et qui voulait juste jouer avec les autres enfants, il a demandé aux autres voilà, de le laisser vivre avec lui, car il avait fait la promesse que tous les deux joueraient pour l'éternité. Seiko a accepté direct, ça m'a choqué. Et ensuite, les autres, ils ont dit qu'ils s'entraîneraient tous pour être assez forts pour pouvoir gérer l'œil maléfique au cas où ils reprendraient encore le contrôle. Et c'est arrivé plusieurs fois. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que, en tout cas jusque-là, la saison 2 de Dan Da Dan, c'était vraiment une masterclass. Clairement, j'ai pas été déçu. Alors, j'ai débordé un peu sur l'épisode 5 et 6, mais voilà, j'espère que ma review des premiers épisodes de la saison vous aura plu. Je vais faire d'autres vidéos pour les prochains épisodes et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.